On voulait également aussi remercier Richard Martin et puis toute son équipe du Tourski de permettre des événements comme celui-là, des rencontres comme celui-là. Et puis tous les bénévoles qui se chargent de la bonne organisation des rencontres. Et enfin, on voulait remercier Christophe Rameau d'avoir répondu à notre invitation. On est très très heureux que ce soit lui qui introduise cette nouvelle formule des universités populaires. On s'est loupé à 2 reprises pour les rencontres d'économique et on le regrettait, et c'est pour ça qu'on est vraiment très très heureux qu'il soit là ce soir. Alors Christophe Rameau, je vais vous en dire 2 mots. Il est maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Ses travaux portent sur l'État social, la protection sociale, la politique économique, l'emploi et la précarité. Il est l'un des animateurs du collectif des économistes atterrés, où il a participé à plusieurs publications à ce collectif. Et je vais lui passer tout de suite la parole s'il veut rajouter quelque chose. J'ai certainement oublié quelque chose. Ben écoutez, merci à vous. Merci vraiment, parce que c'est la première soirée de présentation là, du nouveau bouquin que je sors. Ouais. Voilà, il est tout frais, donc voilà, c'est la première. Et donc je suis très content que ça se tienne dans cet endroit. Je ne connaissais pas, j'ai plein de défauts, celui d'être économiste bien sûr, mais en plus de ça, je ne connaissais pas le théâtre Tourski. Et en venant en voiture, on a eu le temps de me présenter ce bel ouvrage, ce beau théâtre. Et voilà. Donc merci à vous pour cette invitation. Donc, une petite demi-heure, c'est bon. Je mets quand même pour éviter de... Parce que vous me connaissez mal, là, mais vous avez intérêt à bien vérifier le chrono. Donc voilà, l'idée du livre, c'est l'idée suivante. C'est l'idée que, comment dire, l'idée que le capitalisme libéral est un système injuste, qui fonctionne pas, voilà, je dirais que cette idée est finalement assez répandue. Il y a plein d'études qui montrent que, notamment en France, mais c'est valable ailleurs, les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont tourne l'économie. Et on en a eu une nouvelle occasion avec le Covid, je ne vous fais pas un dessin, on a payé quand même très très cher la cure d'austérité particulièrement brutale qu'on a infligée à l'hôpital public en France, en particulier les 10 dernières années, au moins les 10 années précédant la crise du Covid. Voilà, donc voilà, l'idée c'est que, plus précisément, c'est de dire que l'une des raisons majeures pour laquelle il y a du désarroi, il y a de la désespérance, c'est l'idée suivante, c'est le fait que c'est le sentiment en fait que au niveau politique, dans nos sociétés, ce n'est pas le cas en Russie, mais dans nos sociétés démocratiques avec toute l'imperfection de la démocratie telle qu'elle existe, mais enfin, malgré tout, il y a un consensus finalement assez profond sur le fait qu'on doit vivre en démocratie et que c'est une bonne chose. Après, il y a des débats extrêmement vifs et légitimes sur le fait que la démocratie fonctionne mal, que Bolloré est en train de mettre la main sur les médias, que... Voilà, il y a des controverses sur le fait qu'il faudrait changer, passer à une 6e République. Il y a plein de controverses très fortes et tout à fait légitimes, bien sûr, sur le fonctionnement de la démocratie. Mais je dirais que plus personne aujourd'hui, quasiment, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ne remet en cause, je dis quasiment, l'idée que le suffrage universel doit prévaloir. Ça n'a pas toujours été le cas. Pour gratouiller certains dans la salle, parce que j'aime bien quand il y a du débat, certains dans la salle sont bien placés pour savoir que parfois, il y avait une partie de la gauche qui pendant longtemps s'était prononcée pour la dictature du prolétariat, vous voyez ce que je veux dire, bon, avec l'idée que la démocratie n'était que bourgeoise, et puis alors l'extrême droite, je ne vous en fais pas un grand dessin, le fascisme, etc. Et donc le point de départ de mon livre, c'est de dire que la raison pour laquelle on souffre, c'est le sentiment qu'il y a un domaine qui n'est quand même pas négligeable, qui est celui de l'économie, qui échappe justement à ce socle d'accord, qui échappe quelque part à la démocratie. Voilà. Le sentiment que finalement le pouvoir politique n'a plus la main. Alors s'il n'a plus la main, c'est parce qu'en partie il a décidé de ne plus avoir la main.
Hein, il a décidé de libéraliser la finance, il a décidé du libre-échange, qui fait qu'il s'est dessaisi quelque part de ces instruments de pouvoir. Et donc on a d'un côté un ordre politique où ce qui prévaut, c'est le principe une personne, une voix. Voilà. On ne compte que pour un dans l'isoloir, c'est quand même merveilleux, si je puis dire, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit à bac plus 8 ou à bac moins 5, eh bien on ne compte que pour un. D'accord ? Je pense que c'est une très bonne chose, ce pari de l'égalité. Et dans le même temps, on a une économie qui, à l'évidence, sert prioritairement les intérêts d'une infime minorité. Hein, puisque maintenant, on a les statistiques très lourdes à l'échelle internationale qui nous montrent que ces 40 dernières années, avec le tournant néolibéral, ceux qui ont profité du nouveau régime de politique économique, c'est les 10% les plus riches. Mais en fait, quand on regarde précisément, c'est à l'intérieur des 10%, c'est pas les 10%. Il y a des écarts énormes. Hein, à l'intérieur des 10%, plus important qu'entre les 10% et les 10% les plus pauvres, si je puis dire. Hein. À l'intérieur des 10% les plus riches, en fait, il y a un décrochage par le haut des 1% les plus riches. Et à l'intérieur même des 1% les plus riches, il y a des inégalités absolument considérables, hein, avec les 0,1, les 0,01, ça fait 3600 personnes, hein, 3600 ménages, hein, d'accord, qui littéralement ont vu leurs revenus et leur patrimoine littéralement exploser au cours des 40 dernières années. Et donc le sentiment légitime qu'à ce niveau-là, on est quasiment revenu à une situation d'ancien régime, si je puis dire, hein, avec une minorité extrêmement étroite qui est dans la démesure, hein, puisqu'il faut savoir que dans ce monde-là, que vous ne fréquentez pas, j'imagine, et moi pas plus, mais enfin, pour rendre compte du fonctionnement, de la façon d'être dans ce monde-là, en fait, il faut se retourner vers les littératures d'Ancien Régime, hein, notamment un auteur, Norbert Elias, qui décrivait la société de cour sous Louis XIV, qui disait que ce qui était important à la cour de Louis XIV, on se jaugeait, d'accord ? On se jaugeait, c'est-à-dire qui avait, alors à l'époque c'était le plus beau carrosse, vous voyez ce que je veux dire, la plus longue file de domestiques, maintenant c'est le plus grand yacht, est-ce qu'on peut partir dans l'espace ou pas, enfin des choses absolument quelque part abjectes, mais donc c'est une course sans fin. Hein. Dans ce monde-là, on se jauge les uns les autres, d'accord ? Et donc c'est une course à l'accumulation, bien entendu, sans fin, on n'est jamais rassasié, hein, de ce point de vue-là. Tout ça au détriment, bien entendu, du pacte social, et puis de la promesse républicaine, qui est celle du fait qu'on est tous aussi dignes les uns que les autres, et qu'on doit quand même avoir un minimum d'égalité. Ça ne veut pas dire l'égalitarisme, ça ne veut pas dire tout le monde la même chose, mais voilà, à l'évidence, là, ça s'est rompu. Très bien. Et donc, le tableau des dégâts du capitalisme néolibéral, je dirais qu'il est maintenant largement établi. Je pense que je vous soupçonne, y compris ici, vu le profil des organisateurs, d'avoir fait déjà de nombreuses conférences pour dire que le néolibéralisme, c'est abominable, d'accord, en tout domaine, d'accord, donc l'hôpital, les inégalités, le chômage, etc., etc. Bon. Ce que je soutiens, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas tant de dénoncer les dégâts du néolibéralisme, parce que on pourrait y revenir, bien entendu, la liste est longue, et je suis aux économistes atterrés, et notre job, c'est y compris régulièrement, inlassablement, de dénoncer ces dégâts du néolibéralisme. Mais je dirais le gros problème, c'est l'alternative. C'est l'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative cohérente à opposer à ce système. Et ce qui fait qu'il tient, c'est que justement, il n'y a pas d'alternative cohérente. Hein, c'est ça le problème. Et donc le projet du bouquin, c'est d'essayer d'essayer d'avancer. Et alors, avant de voir qu'est-ce qu'il propose, un dernier petit point peut-être sur ce défaut d'alternative. Je pense que ce défaut d'alternative, il conduit parfois à une attitude de déploration. Hein, moi, je suis toujours, j'ai des collègues, je les appelle les « t'as vu, ça y est ». C'est ceux qui arrivent le matin et qui me disent « t'as vu Christophe ce qu'ils ont fait, ça y est, ils l'ont fait, sous-entendu, il n'y a plus rien ». Je leur dis, faites attention quand même, parce que si vous dites qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus du tout de service public, qu'il ne reste que quelques miettes, qu'il n'y a plus de protection sociale, vous risquez de scier un peu plus la branche sur laquelle on peut prendre appui pour la contre-offensive, justement. Hein, donc je pense qu'il y a cette attitude de déploration où
voilà, ou à défaut d'alternative, il reste que le cri, si je puis me permettre. Voilà, il reste que le cri voilà. Bon, légitime, bien entendu, mais il reste que le cri, le mouvement des Gilets jaunes, d'un certain point de vue, à exprimer cela. Et je pense que ce mouvement était extrêmement intéressant, notamment dans le fait qu'il a contribué à rendre visibles des couches populaires qui étaient largement invisibilisées. Et on a eu, et le Covid en a rajouté une couche. On s'est rendu compte à l'occasion du Covid qu'il était quand même peut-être plus utile d'avoir des infirmières et des aides-soignantes plutôt que des traders, pour parler rapidement. Bon, donc les promis de corvée, etc., qu'on a vu, auxquels on a rendu hommage à juste titre, qui sont réapparus à ce moment-là dans nos sociétés. On l'oublie souvent. Il y a encore près de la moitié des gens qui travaillent qui sont soit ouvriers, soit employés. Voilà. Ça a un peu baissé depuis 75, oui, je remonte à loin. On était à 53, 54%, on est à 48 aujourd'hui. Il y a moins d'ouvriers, surtout d'ouvriers non qualifiés, parce qu'il y a eu plein de délocalisations. Mais il y a plus d'employés qui ne sont pas forcément mieux payés que les ouvriers. Mais enfin, voilà, les classes populaires, au sens strict du terme, ouvriers, employés, le salaire moyen d'un ouvrier et d'un employé, c'est à peu près similaire, eh bien, ça fait près de 50% de la population. Et quand on rajoute les professions intermédiaires, qui ne roulent pas sur l'or, les professions intermédiaires, c'est les infirmières, c'est les professeurs des écoles, on arrive à 75%. Les cadres, ça a beaucoup augmenté, ça a plus que doublé depuis 75%, mais enfin, c'est qu'à peine 20% de la population, et dans les cadres, on met tous les enseignants, y compris du secondaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a cadre et cadre. Bon, très bien. Alors, quelle alternative? Quelle alternative? Là, c'est l'alternative, quelque part, elle est dans le titre du livre, pour une économie républicaine. L'idée, c'est de rapprocher ces deux continents, l'économie, la République, ce qu'on ne fait jamais, ce qu'on fait, du moins rarement. Et comment dire, ça fait longtemps que je travaille sur les sujets sur lesquels je travaille. J'avais sorti un précédent bouquin il y a 10 ans qui s'appelait l'État social. Et en fait, que ce bouquin-là finalement prolonge, actualise, puis bon, j'espère renouvelle sur pas mal de domaines. Mais il y a 10 ans, je n'avais pas franchi le pas. Je n'avais pas franchi le pas, je n'avais pas fait le... Il y a une formule de Marx que j'aime beaucoup, qui est hic rodus hic salta. Ici c'est Rhodes, ici fait le saut. C'est le moment majeur, voilà. Un jour, dans une assemblée, il y avait quelqu'un qui disait « Oui, j'étais à Rhodes, j'ai fait un saut fantastique. » Puis il y a quelqu'un dans l'assemblée qui lui dit « Écoute, là, on n'est pas à Rhodes, mais là, tu as vu, il y a un petit saut à faire. Vas-y, monte là-haut et puis fais le saut pour voir ce que tu es capable de faire. » Vous voyez, le temps de la démonstration, le temps, voilà. Bon. Et donc, je n'avais pas prononcé le mot d'économie républicaine. Et quand vous allez sur le moteur de recherche, vous faites économie républicaine, étonnamment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort. Il y a des travaux d'historiens très intéressants sur l'économie sous la Révolution française, sur l'économie sous la Troisième République, mais rien d'autre. L'idée de rapprocher les deux continents du politique et de l'économie, c'est pas fait. Et donc le point de vue que je soutiens, c'est que ça vaut le coup de le faire. Alors je m'explique. En quoi ça peut être le creuset d'une alternative? La démocratie, elle a deux volets. C'est-à-dire, pour penser l'économie républicaine, en fait, il faut partir de la démocratie elle-même. Et là, il y a un auteur que je trouve très radical, sur le fond, bien qu'on lui reproche parfois d'être un auteur suranné, pas assez radical, voire réactionnaire. Je le trouve très radical pour ma part, c'est un philosophe toujours vivant qui s'appelle Marcel Gauchet, qui est un des grands penseurs de la démocratie. Et Marcel Gauchet, je vous la fais courte, il soutient qu'en fait, la démocratie, elle a deux volets. Elle a un premier volet libéral. Pour vivre en démocratie, il faut avoir la liberté de penser, de s'associer, de se réunir, de faire des réunions comme ce soir, vous voyez ce que je veux dire, très bien, de contracter, y compris les uns avec les autres, ok. Mais la démocratie, elle a un volet qui n'est pas libéral. Elle a un volet proprement républicain. Ce volet proprement républicain, c'est l'idée que la démocratie, c'est aussi le fait qu'on pose les citoyens sur un pied d'égalité, une personne, une voix. Ces citoyens élisent des représentants, ça pose plein de problèmes, ça, Marin. Ils élisent des représentants qui font la loi, et la loi, elle s'applique à tous, y compris à ceux qui ne sont pas d'accord. Historiquement, il faut savoir que les partisans du libéralisme politique, Tocqueville, Benjamin Constant, etc., on pourrait allonger la liste, étaient très circonspects sur ce second volet. Ben oui, sur le thème, mais attendez, si ceux qui font la loi
si ceux qui sont issus du suffrage universel peuvent voter des lois qui s'appliquent à tous, ça va jouer contre les libertés de chacun. C'est la tyrannie de la majorité. Et donc, Tocqueville, Benjamin Constant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient très circonspects, le mot est faible, sur le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est le pôle républicain, c'est le pôle de l'État, c'est le pôle de l'intérêt général. Voilà. C'est l'idée que, en société, si du moins on n'est ni libéral, ni libertaire, je sais que peut-être ce soir il y a des libertaires et donc des fois que ça s'endorme un peu, il faut que ça se réveille. Si on est libéral ni libertaire, il y a l'idée que le tout n'est pas réductible au jeu des partis. Voilà, on n'est pas que des individus. On est peut-être dans des sociétés d'individus, mais dans le mot société d'individus, le mot société pèse de tout son poids. Voilà. Il y a une part de l'intérêt général, bien entendu, qui résulte du jeu des intérêts particuliers, bien sûr. D'ailleurs, d'où la justification, quelque part, du pôle libéral de la démocratie, puis dans l'économie, du pôle du marché, de la concurrence. Moi, je ne suis pas pour supprimer le marché, la concurrence. Quand on a essayé de faire ça au XXe siècle, ça conduit à des catastrophes. Non. Je pense que le marché, la concurrence, ça a du bon, bien sûr. Donc il y a un pôle libéral qui est précieux, mais il y a un pôle individuel qui est précieux. Mais l'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Il demande à être pris en charge. Voilà. Il demande à être pris en charge en tant que tel. Et ça met en jeu donc le pôle à n'importe quelle échelle. C'est valable à l'échelle d'une association. Généralement, il y a un bureau de l'association. Même à la Fédération anarchiste, si je ne m'abuse, il doit y avoir un bureau national. Dans n'importe quel syndicat, même les plus contestataires, il y a un bureau national qui a du job à faire. Il prend en charge la part du tout qui n'est pas réductible au jeu des partis. Bon. Et c'est valable, a fortiori, en société. C'est le rôle de l'État de prendre ça en charge. Donc voilà la démocratie. Eh bien, ce que je soutiens, c'est que l'économie, il faut la penser exactement de la même façon. Voilà. C'est que dans l'économie, il y a un pôle privé, qui peut prendre d'ailleurs une forme qui n'est pas forcément capitaliste. C'est le pôle de l'économie sociale. Le pôle de l'économie sociale, ce qu'on appelle les communs, il y a une petite mode des communs ces derniers temps, qui est, de mon point de vue, en partie bienvenue. Je dis bien en partie parce qu'il faut faire attention au nom des communs de ne pas écraser les services publics. Donc le pôle de l'économie sociale et solidaire, les associations, tout ça c'est très bien, c'est privé. On est libre d'adhérer à une association, à une mutuelle, à une coopérative. On n'est pas libre de payer ses impôts, de respecter le droit du travail, enfin a priori, vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est pas la même chose, le pôle du public. Je ne dis pas que la frontière est complètement étanche, après on sait qu'il y a des zones de recouvrement, il y a des EHPAD qui sont publics, il y en a d'autres qui sont gérés par des associations. Puis, vous voyez ce que je veux dire, il y en a d'autres qui sont gérés par des entreprises capitalistes avec les dégâts que l'on sait à présent. Bon, mais voilà, dans notre économie, il y a un pôle privé qui peut prendre la forme de l'économie sociale et solidaire, et c'est très bien, et je pense que c'est très précieux, les associations, etc. Je pense que c'est vraiment très précieux. Mais il y a un pôle public aussi. Il y a un pôle public, c'est celui de l'État social. C'est celui de l'État social. Et ce que je soutiens dans le livre, c'est qu'en fait, nos économies sont déjà en partie républicaines. Et la raison pour laquelle on souffre, c'est qu'on ne l'assume pas comme telle. On ne l'assume pas comme telle. Et déjà, ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne nomme pas ce pôle proprement public, républicain de l'économie. On a du mal à le nommer. L'État social, par exemple, il faut savoir, quand vous tapez État social sur un moteur de recherche, vous avez plein de travaux de recherche extrêmement intéressants. Mais enfin, la plupart du temps, c'est des travaux qui portent sur la protection sociale seulement. Un volet très important, bien sûr, mais finalement qui n'est qu'un volet, qui tend à conforter dans les têtes l'idée selon laquelle nous vivons dans des économies de marché, ou dans des économies capitalistes. Eh bien moi, ce que je soutiens, c'est que nous vivons dans des économies avec du marché, avec du capital, et le capital domine à bien des égards, bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais nous ne vivons pas dans des économies monocapitalistes. Il y a des sphères entières d'activité, dès aujourd'hui, qui échappent au capital, et qui sont colossales en fait. Qui sont colossales, donc c'est ce que j'appelle l'État social. Donc l'État social, c'est quoi? La protection sociale. Il faut savoir que le budget global de la protection sociale, c'est plus de 700 milliards. Le PIB, c'est 2300 milliards. Vous voyez l'importance de l'affaire.
avec comme premier principal, enfin comme plus gros volet, les retraites. 320 milliards. Et pour l'essentiel, ce pôle-là, je dis pour l'essentiel, puisqu'en partie, il y a des dépenses de santé qui servent à payer l'industrie pharmaceutique, les médecins libéraux, etc. Pour l'essentiel, le pôle de la protection sociale, il échappe au capital. Voilà. On a des pans entiers de nos économies, notamment la protection sociale, qui échappent au capital. Il y a les services publics. Les services publics, c'est quand même aujourd'hui encore, c'est 20% des emplois, c'est 1/5 de la production à peu près, hein, 1/5 de la valeur ajoutée, 1/5 des emplois, c'est pas rien. Alors vous allez me dire, il y a eu le néolibéralisme, etc. Oui, mais en fait, le néolibéralisme, quand on regarde de près, ce qu'il a réussi à faire, c'est des privatisations d'entreprises publiques. Mais entreprises publiques, ce n'est pas les services publics non marchands. Hein, les entreprises publiques, ce qui reste encore comme entreprises publiques aujourd'hui, suite aux privatisations massives qui ont lieu, c'est 3 principalement, la SNCF, EDF, la Poste, hein, où l'État est majoritaire. Il y a eu, mais autre-temps, il y a eu des privatisations massives, notamment à partir de 86. Donc là, il y a eu une remise en cause radicale de l'État social sur les entreprises publiques. Mais sur les services publics non marchands, il y a eu de l'austérité, bien sûr. Il y a eu de l'austérité. La part des services publics non marchands dans l'économie, elle n'a pas bougé depuis 40 ans, pour aller vite. La part des salaires versés aux fonctionnaires, c'est 12% du PIB, ça n'a pas bougé depuis 40 ans. D'accord ? Ça veut dire quoi, ça n'a pas bougé ? Ça veut dire que ça aurait dû augmenter. Pourquoi ça aurait dû augmenter ? Parce que normalement, plus une société s'enrichit, et plus elle se doit de consacrer de l'argent pour la santé et pour l'éducation, qui sont des domaines d'excellence des services publics. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu d'augmentation, ça montre bien qu'il y a eu de l'austérité. Et à la fois, attention, les services publics n'ont pas complètement disparu non plus. Attention à un discours catastrophiste qui laisse entendre que le néolibéralisme a tout emporté, qu'il ne reste plus rien qu'un État policier ou je ne sais quoi. Je ne suis pas d'accord avec ce discours catastrophiste qui, à mon avis, démobilise les ressources sur lesquelles on peut prendre appui pour organiser la contre-offensive. Je pense qu'il faut tenir la ligne de crête, ce n'est pas facile, entre à la fois saisir à quel point le néolibéralisme a remis en cause, je vais revenir à l'État social, bien sûr, et à la fois il n'a pas réussi à tout emporter néanmoins. Voilà, je pense qu'il faut tenir cette ligne de crête. Donc deuxième pilier de l'État social, les services publics. Troisième pilier, le droit du travail. Le droit du travail qui lui aussi a été remis en cause. Mais attention, il faut savoir qu'en 1945, il y avait encore 40% des gens qui travaillaient qui n'étaient pas salariés. Et quand vous n'êtes pas salarié, le droit du travail, ça n'existe pas pour vous. D'accord ? Bon. Et donc, sur longue période, ce à quoi on a assisté, c'est un déclin. Vous voyez la disparition de nombreux agriculteurs, commerçants, artisans. On a un déclin très très important des indépendants, d'accord, qui ne sont pas couverts par le droit du travail. Déclin qui se stoppe à partir des années 2000, 2010. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des agriculteurs qui disparaissent malheureusement, mais c'est remplacé par les nouvelles formes de travail indépendant, vous voyez ce que je veux dire, les travailleurs des plateformes qui sont surexploités, mais qui nous donnent à voir quelque chose d'important, qui est que le salariat, finalement, il s'est avéré à l'épreuve que, contrairement à ce que pensait Marx au XIXe siècle, et je rassure, pour ne pas être complètement cabossé quand je ressortirai de cette salle, que je suis marxiste, je reste un économiste marxiste, on n'est plus très nombreux à considérer que le capital, il se définit d'abord par un mode d'exploitation particulier qui est le salariat. D'accord ? Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le cœur de l'analyse de Marx, je la prends pour moi, si je puis dire, pour aller vite. D'accord ? Mais ceci étant, le salariat, simultanément, il a été porteur d'un statut. Il inscrit les gens dans un statut, dans un collectif de travail. Il est synonyme de déprolétarisation. Il est synonyme d'émancipation. Et comment dire, il y a un auteur que vous pourriez inviter qui s'appelle Christophe Dejour, pas Christophe Dejour, excusez-moi, j'ai oublié son nom là. Je vais le retrouver. C'est pas Dejour, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que ça me revient. Qui a sorti un très beau livre qui s'appelle l'institution du travail. D'accord ? L'institution du travail, le nom va me revenir, j'espère, qui montre à quel point, et lui il est d'une filiation marxiste, à quel point le salariat est synonyme d'émancipation aussi. D'accord ? Ça n'enlève rien au fait qu'il y a toujours de l'exploitation, mais il est aussi synonyme d'émancipation. Bon, le droit du travail a été remis en cause, on y reviendra éventuellement, etc. Mais malgré tout,
D'abord, il s'est développé à l'échelle internationale. Ces dernières décennies, il y a des centaines de millions de personnes en Chine, en Inde, qui sont rentrées dans les rangs du salariat et pour lesquelles il y a du droit du travail qui s'explique. Vous allez me dire, monsieur, le droit du travail en Chine, c'est... Attention, hein, un des pays qui a le plus augmenté son salaire minimum ces dernières années, c'est la Chine. D'accord ? Au point que maintenant, il y a des firmes multinationales qui disent « Ah, la Chine, c'est trop cher, je vais produire au Bangladesh ou je ne sais où. » D'accord ? Bon, donc, troisième pilier, le droit du travail. Quatrième pilier, toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales, politiques de partage des revenus, de soutien à l'activité et à la croissance. Et quand vous mettez bout à bout ces quatre piliers, ce que je soutiens, c'est qu'on a affaire à une véritable révolution. On a affaire à une véritable révolution. Et le paradoxe, c'est qu'on la nomme mal. On n'a pas de nom pour la désigner. Moi, je l'appelle État social. Je pense que c'est le nom judicieux, mais je vous dis, c'est pas quelque chose qui est établi, si je puis dire. Enfin, ça commence à l'être. On la mesure mal. On y reviendra éventuellement dans le débat, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on apprécie mal l'ampleur de l'État social. L'indicateur qu'on utilise le plus souvent, dont on vous bassine les oreilles sans arrêt, c'est l'indicateur de dépenses publiques. Hein, on vous dit, ouais, la dépense publique, c'était 56% du PIB en 2019 déjà, puis avec le Covid, on est passé à 62%. Et ce qu'on inscrit dans la tête des gens, c'est l'idée que ce faisant, on prend la moitié de la richesse qui est produite par le privé, qui serait le seul productif, pour financer les fonctionnaires improductifs. C'est ça pour les gens en tête quand ils entendent dépenses publiques supérieures à 50%, etc. Tout est faux dans cette phrase. Tout est faux du début jusqu'à la fin. D'accord ? Il faut savoir que dans tous les pays du monde, c'est une convention de l'ONU, je ne parle pas du Conseil de sécurité, hein, c'est une commission de l'ONU qui gère ça, qui édicte les règles de comptabilité nationale, et depuis 68, ça n'a rien à voir avec les événements de mai 68, on se calme dans la salle, c'est en discussion depuis des années. Cette commission de l'ONU qui est en charge d'établir les comptes, elle dit à tous les États, et tous les États l'appliquent, elle dit, écoutez, dans tous les États du monde, je vous demande de prendre en compte qu'il n'y a pas que les travailleurs de l'industrie qui produisent de la richesse, il y a aussi ceux des services, d'accord ? Et dans les services, il y a y compris les services publics, d'accord ? Et depuis 68, en France comme ailleurs, on considère que moi, cet après-midi, aujourd'hui, j'ai augmenté le PIB de la France. C'est toujours ce que je dis à mes étudiants. Et aujourd'hui, mes étudiants, vous êtes en train d'en bouffer, d'accord ? Vous êtes en train de bouffer, de consommer. Bouffer, ça ne veut pas dire, vous voyez ce que je veux dire, mais de consommer un service que j'ai produit, et c'est mesuré, si je puis dire, à l'euro près, et c'est valable dans tous les pays du monde. Très bien. Donc, les services publics, ce n'est pas improductif, d'accord ? Soit dit en passant, on va parler de tout soir, enfin, c'est l'une des raisons, de mon point de vue, pour lesquelles le PIB est un indicateur qu'il faut défendre, contrairement à ce que parfois certains contestataires, de façon un peu facile, passent leur temps à faire du tir au pigeon contre le PIB. Je trouve ça complètement improductif, je trouve ça complètement stupide. C'est un indicateur antilibéral, quelque part, le PIB. Il a été construit historiquement contre les libéraux, d'accord ? Et il a une dimension quasiment anticapitaliste. Il reconnaît que les fonctionnaires, ça crée de la richesse. C'est quand même génial, comme argument, hein, de dire que un fonctionnaire, c'est pas un improductif. Bon, ce qui change entre un fonctionnaire et quelqu'un du privé, c'est que quand vous rentrez dans une boulangerie, vous achetez votre petit croissant et vous le payez. Quand vous rentrez dans un commissariat, l'hôpital public, dans un cours, etc., une école publique, vous ne sortez pas votre carte bleue. L'accès est gratuit. Quand vous passez sous un lampadaire, vous ne sortez pas votre carte bleue. L'accès est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. Attention, un discours naïf sur la gratuité. Il faut le payer. Et c'est payé par l'impôt stricto sensu. D'accord ? Quand je dis stricto sensu, c'est la part des prélèvements obligatoires, qui est une part minoritaire, en fait, qui sert à payer les services publics. Ça représente 20% à peu près, de l'ordre de 20% du PIB. Vous avez bien compris qu'on est loin des 56. Hein. Et donc le reste, c'est quoi ? Le plus gros morceau de la dépense publique, mais c'est des sommes qui sont prélevées, sous forme notamment de cotisations sociales, pour financer quoi ? Pour financer les retraites, hein, ce qu'on appelle toutes les prestations sociales en espèces, les retraites, les allocations chômage, le RSA, etc. Mais c'est d'abord les retraites. Ce n'est pas les pauvres qui coûtent cher. Le RSA, c'est 13 milliards. Les retraites, c'est 320 milliards. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle la France, on a une dépense publique assez élevée, c'est qu'on est le pays au monde qui a fait le choix de faire bien vivre. Ça ne veut pas dire qu'ils roulent sur l'or, mais correctement vivre, par rapport aux autres pays, nos retraités. On est le pays au monde où le taux de pauvreté chez les retraités est l'un des plus faibles. Il y a plein de pays au monde où on ne se rend pas compte. Où d'abord, on n'a pas le droit, il faut attendre 65, 66, 67, 68 ans pour partir à la retraite. Mais en plus, on est obligé souvent d'avoir des petits boulots. D'accord ? Ou être aidé par sa famille, etc. Parce que la retraite est misérable. D'accord ? En France, c'est l'une des raisons pour laquelle
la dépense publique est plus élevée, ben, on a fait le choix, et je pense que c'est un choix tout à fait, on devrait en être fier, on devrait être vraiment de notre superbe système de retraite, d'accord? Eh bien, on a fait ce choix de plutôt bien faire vivre les retraités. Donc, le temps passe, quand on met bout à bout, donc voilà, l'essentiel de la dépense publique, la plus grande part, pardon, de la dépense publique, ça sert à, c'est des sommes qui sont versées aux ménages. Et ces ménages, qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, ils font leurs courses. Leurs courses auprès de qui? Ben, auprès du privé. Et donc, en fait, ça soutient énormément l'activité du privé. Ben, on l'a vu avec le Covid. Ce qui est remarquable avec la crise du Covid, si vous voulez, c'est qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte. Bon, quand on regarde précisément le quoi qu'il en coûte, il n'est pas spécialement énorme hein, par rapport à ce qu'on fait notamment, ce qui a été fait notamment aux États-Unis, qui a été beaucoup plus colossal, d'accord? Enfin bon, néanmoins, il y a eu les aides au chômage partiel, etc. C'est quand même pas rien. Le PIB a chuté de près de 8 points. Quand je dis le PIB, il faut savoir que le PIB a des autres, comment dire, apports de cet indicateur, c'est qu'on a exactement le même chiffre à l'euro près, production, valeur ajoutée, revenus, somme de salaire, de profit, etc. Dans les salaires, on met toutes les cotisations sociales, et puis demande. Consommation, c'est 80% du PIB, puis l'investissement, dont l'investissement immobilier d'ailleurs des ménages. Bon. Et en 2020, avec le Covid, confinement, tout ça, le PIB il a baissé de 8 points, 7,9 points. Le revenu des ménages, il n'a pas baissé. Globalement, il y a des ménages qui ont bien trinqué, hein, notamment les précaires, etc. Des jeunes notamment, précaires, etc. Mais globalement, en moyenne, le ménage, le revenu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'État est intervenu. D'accord? L'État est intervenu grâce au déficit, et c'est très bien qu'il a poussé son déficit de façon à soutenir le revenu des ménages. Et c'est très très bien d'avoir fait ça. Mais ce qui est remarquable, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, en France, j'hésite parfois à donner ce chiffre, même bon, maintenant il est dans le bouquin, donc il faut que je le dise. Quand vous faites la somme des prestations sociales, ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces, vous pouvez en faire ce que vous voulez, acheter ce que vous voulez avec, d'accord? Plus ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature, là c'est des choses qui sont dédiées à des achats précis. La part remboursée des médicaments, des consultations de médecine libérale, l'hôpital public, l'éducation qui comptait dedans. Quand vous faites la somme de tout ça, c'est supérieur à la somme des salaires nets que reçoivent tous les gens qui sont salariés. 90% des gens qui travaillent en France sont salariés. Hein. D'accord? Les indépendants, c'est 10%. Et même depuis la crise de 2008, même quand on rajoute tout le revenu des travailleurs indépendants au salaire, prestations et transferts sociaux est supérieure. Vous comprenez pourquoi j'hésite à le dire? C'est parce qu'il y a des libéraux, vous allez voir dans quelques semaines, qui vont dire oh, il est obèse l'État social là, regardez ce que dit Rameau, regardez son graphique là, c'est hallucinant ce truc-là, ça ne va pas la tête. Moi je dis que c'est très utile. Nous vivons dans des économies mixtes. Voilà. Et on ne l'assume pas comme tel. Avec un pôle privé, avec un pôle public. Et la raison pour laquelle on souffre, à mon avis, c'est qu'on ne l'assume pas comme tel. D'ailleurs, la preuve, notamment, on n'arrête pas d'agiter cette histoire de la dépense publique. D'accord? On agite, on y reviendra éventuellement dans le débat, de façon totalement impropre, les questions de déficit et de dette publique, alors que, regardez ce qui s'est passé en 2020. Le PIB s'effondre. Donc le revenu, et donc, si l'État n'était pas intervenu, qu'est-ce qui serait pas... Là, le PIB s'est effondré. Très bien. L'État a pris le relais pour soutenir le revenu des ménages. Les ménages, ils ne pouvaient pas consommer, surtout les plus riches d'entre eux, ils ne pouvaient pas aller au restaurant, au théâtre, sauf ici où il y a des couches populaires, j'espère qu'ils viennent. Mais vous voyez ce que je veux dire? Les riches ne pouvaient plus. Donc les riches ont beaucoup épargné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le système se boucle. Hein. Le revenu des ménages ne s'est pas effondré, l'épargne a explosé, d'accord, de l'ordre de 150 milliards, 170 milliards sur 2020-2021. Eh ben, le déficit public a augmenté du même montant. Si on n'avait pas fait le déficit public, le revenu des ménages se serait littéralement effondré, l'économie se serait effondrée, il y a plein d'entreprises qui auraient fait faillite, le PIB ne serait pas effondré de 7 points, mais il serait, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et d'ailleurs, le déficit, malgré tout, se serait, à mon avis, creusé à défaut de recettes, d'accord? Mais voilà, donc on a une agitation autour des déficits de la dette. Si vous voulez, par exemple, ce qu'a fait le gouvernement, là, c'est très clair ce qu'il a fait. Il a fait porter aux organismes de protection sociale une partie du déficit lié à la crise du Covid.
Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, ça commence là, avec la présidentielle. Ah, il y a la dette. Cure d'austérité. D'accord? Avec toujours un objectif pour les libéraux qui est de confier les activités qui lui échappent, retraite, hôpital public, etc., les services publics, au privé pour faire du business dessus. C'est de bonne guerre, de son point de vue. Donc voilà, comment penser l'État social? Ben, ce que je soutiens, c'est qu'en fait, il faut le penser en partant de la même prémisse qu'on pense le pôle républicain de la démocratie. L'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Et donc, dans l'économie, il y a besoin d'initiatives privées. Bien sûr, le général de Gaulle, il disait le privé, ça a du bon, ça oblige les gens à se dégourdir. Ben oui, c'est pas complètement faux. Le pays qui a supprimé le plus de postes de fonctionnaires ces 20 dernières années, c'est Cuba. Ben oui, c'était monté à 80% de fonctionnaires. Et ils se sont dit, il y a quelques années, que les coiffeurs fonctionnaires, les agriculteurs fonctionnaires, ben ça ne le faisait pas. D'accord? Voilà. Donc le marché, la concurrence, ça a du bon. Mais il y a des choses, alors je vais revenir après rapidement sur le fait qu'il faut quand même s'interroger sur comment fonctionne le privé. Mais dans tous les cas, il y a une part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Il y a des choses que le capitalisme libéral ne peut pas prendre en charge. Le plein emploi. Cette aberration quand même, qui est qu'on a d'immenses besoins insatisfaits en matière de santé, on l'a vu avec la crise du Covid, en matière de logement, en matière de culture, en matière de manger mieux, etc. Et on a à côté des millions de personnes qui sont soit recensées officiellement comme chômeurs, soit, dans tous les cas, parce que vous avez bien compris que le sous-emploi global, c'est 2 fois le chiffre officiel du chômage, donc ça fait quand même près de 6 millions de personnes, c'est quand même pas mal, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est quand même terrible. On a des gens qui voudraient bien travailler pour pouvoir satisfaire des besoins, mais on a un système qui est incapable de rapprocher les deux. Donc le plein emploi, la stabilité financière, maintenant on le sait. Plus la finance est libéralisée, contrairement à ce que nous disent les libéraux, et plus ça conduit à des alternances de bulles et de cracks, à des catastrophes. La satisfaction d'une série de besoins sociaux, protection sociale, services publics, etc., il y a besoin d'intervention publique. Voilà. Qui peut prendre plein de formes, après on peut discuter sur... Voilà. Bon. Donc si vous voulez, le point de vue que je soutiens, c'est qu'au cours des 40 dernières années, on a changé de régime. Le néolibéralisme s'est déployé. L'objectif du néolibéralisme, c'est quoi? Ben, c'est de remettre en cause les 4 piliers de l'État social. Hein. Comme quoi ça vaut le coup de raisonner comme ça. Tentative de privatisation de la protection sociale, privatisation des services publics, démantèlement du droit du travail et remise en cause, réorientation des politiques économiques dans un sens libéral. Le néolibéralisme a été appliqué. Il a déstabilisé ces 4 piliers. Mais attention, là où il a réellement réussi à changer la donne, à remporter la mise, c'est sur certains volets de la politique économique. Hein, je dis toujours, il y a 5 volets du néolibéralisme. La finance libéralisée. Là, ça a été un changement radical par rapport à ce qu'on faisait durant les 30 Glorieuses. Ça marchait plutôt pas mal. Hein. On faisait de la répression financière. Suite à la crise de 29, on a eu dit stop. Hein. La finance, c'est important. Les banques, c'est important, bien sûr. Mais c'est tellement important qu'on réglemente tout ça. Et ça marchait très bien. Durant toutes les 30 Glorieuses, il n'y a eu aucune bulle, aucun crack. Vous voyez ce que je veux dire? Début des années 80, on libéralise. Bulle, crack, bulle, crack. Très bien. Finance libéralisée, c'est la clé de voûte. Libre-échange. Voilà. En prenant y compris appui sur un discours gauchiste sur le thème « Ah bah les frontières, ah bah le nationalisme, vive la mondialisation, vous voyez ce que je veux dire? Libre-échange. » Maintenant, on a l'addition, hein, la France, avec plein d'autres pays, dont les États-Unis, l'Europe du Sud, c'est massivement désindustrialisé. Et ça pose des problèmes redoutables. Troisième volet, l'austérité salariale. Voilà. On a comprimé les salaires pour satisfaire, y compris les actionnaires, très bien. OK. Quatrième volet, la contre-révolution fiscale. Les riches ont payé moins d'impôts. D'accord ? On n'a pas cessé de baisser les impôts sur les plus riches. Bah, Macron, est-ce que je vais dire son acte inaugural, la suppression de l'ISF, le remplacement simplement par l'impôt sur la fortune immobilière, la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui bénéficie principalement au final aux plus riches. Plus récemment encore, la baisse des impôts sur les productions, et on nous annonce, il y a la course à l'échalote à l'occasion de l'élection présidentielle sur thème, il va falloir en remettre une couche, alors que le bilan, y compris réalisé par les organismes plutôt favorables à ce type de mesures, bah, le bilan c'est que ça ne marche pas pour réindustrialiser le pays, très bien. Et puis cinquième volet, la privatisation des entreprises publiques. Des entreprises publiques. Hein. Suite à la nationalisation qui a eu en 82, bah, on a privatisé une bonne partie des entreprises. Bon. Donc autour de ces 5 volets, on a changé la donne. Mais le néolibéralisme n'a pas tout emporté. C'est ça que j'essaye de soutenir. D'accord ? Il n'a pas tout emporté. Nous vivons encore dans des économies mixtes. Malgré le néolibéralisme, par exemple, la part des revenus sociaux que je vous parlais tout à l'heure, bah, elle a augmenté ces 40 dernières années.
D'accord, hein, la part des revenus sociaux, c'est des revenus socialisés, à travers les prestations sociales, les transferts sociaux en nature, etc. Elle a malgré tout augmenté ces 40 dernières années. D'ailleurs, moi, j'en serais pour en réduire une partie. Hein. Moi, je suis pour une société où il y a le plein emploi, je pense que c'est possible. Ben, ça serait bien une société où il n'y aurait plus besoin de verser d'allocation chômage. Oui, parce qu'il n'y aurait plus de chômeurs. Oui, bien sûr, je suis pour. Tant qu'il y a du chômage, par contre, je suis pour les traiter dignement, d'accord, et arrêter de faire des économies absolument effroyables sur leur dos, comme le gouvernement l'a fait là, avec les 2 milliards là, de la réforme de l'assurance chômage. Bon, mais voilà. Donc, le néolibéralisme n'a pas tout emporté, et donc je termine sur un point, mais on verra dans le débat, hein, je pense qu'il faut, sur cette base-là, j'évoque 4 grands chantiers. L'écologie, dont je n'ai pas eu le temps de parler là jusqu'à présent, mais qui est bien entendu la nouvelle frontière. Hein, si vous voulez, pendant un siècle et demi, un peu plus d'un siècle et demi, le débat c'était entre ceux qui croyaient au socialisme et au communisme et ceux qui n'y croyaient pas. C'était ça le débat central en fait. Pas simplement en France, ailleurs. Il y avait d'un côté ceux qui croyaient au socialisme, au communisme, peu importe les termes qu'on utilise, de l'autre côté ceux qui n'y croyaient pas. D'accord ? Quelque part, ça s'est terminé en 1989. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de se revendiquer toujours du socialisme et du communisme. On se calme, au fond, je vois que ça s'agite, qu'on commence à... Mais, un point là-dessus. Je pense, dans le bouquin, un paragraphe entier là-dessus, je pense qu'il est très important de tirer le bilan de l'échec du socialisme. C'est très important. Et le bilan que moi je tire, c'est quoi? C'est que le projet de Marx et des socialistes, puisque ce n'est pas Marx qui invente le terme de socialisme et de communisme, c'était le projet suivant. C'était l'idée, on va prendre appui sur les travailleurs associés dans les entreprises, à la fabrique, tout ça. On va prendre appui sur la coopération des travailleurs, qui à un moment donné vont se rendre compte qu'il n'y a plus besoin de patron, qu'on va les virer, d'accord? Et on va reconstruire la société sur cette base-là. Et l'horizon lointain, c'est qu'il n'y aura plus d'État, dépérissement de l'État. Marx rejoint ici les libertaires, il y aura une société sans État. Dépérissement de l'État, plus de pouvoir, voilà, l'administration des choses remplacera le gouvernement des hommes, formule qu'Engels reprend de Saint-Simon. D'accord? Bon. Eh bien, je pense que ce projet a échoué. Ce projet a échoué. Et pourquoi il a échoué? Parce qu'en fait, à l'évidence, il y a des trous noirs. Il y a des trous noirs dans la pensée de Marx. Quand je dis la pensée de Marx, une bonne partie de la pensée critique, socialiste, qui est celle justement de l'État, celle du pouvoir. Je pense que compte tenu de ce qui s'est passé au XXe siècle, vous avez bien compris que dans les pays de l'Est, l'État n'avait pas dépéri. Tout s'est passé comme si, à force de refouler une question, elle vous revenait à la figure tel un boomerang, de façon particulièrement violente. D'accord? Bon. Donc, à défaut d'avoir pensé la question du pouvoir, de la démocratie, on a construit des sociétés qui, à chaque fois, avec des histoires différentes, c'est ça qui est terrible, ont abouti à des horreurs. L'Albanie, la RDA, la Chine, le Mao, l'Union soviétique, etc., etc. Des horreurs à chaque fois. D'accord? Bon. Donc, il y a à l'évidence un défaut de conception. Et moi, de mon point de vue, le défaut de conception, c'est de dire que justement, on ne peut pas tout faire. Marx avait prévu d'écrire un livre entier sur l'État, un livre entier du Capital. Il ne l'a pas fait, il ne peut pas tout faire, à mon avis, d'accord? Il n'a même pas fait son premier brouillon, donc il n'y a rien. Bon. Et les bribes qu'il nous a laissées, c'est une pensée très pauvre, en fait, le dépérissement de l'État, etc. Chez Marx, il y a l'idée, dans toute une pensée critique, il y a l'idée que l'État, en dernier, si vous voulez, il y a l'idée que la totalité sociale se réduit au rapport de classe entre les salariés, les capitalistes, etc. On peut lire la totalité sociale, en dernier ressort, comme aiment à dire les marxistes. Et donc l'État, en dernier ressort, c'est qu'un État capitaliste. La démocratie, en dernier ressort, c'est qu'une démocratie bourgeoise. C'est ça, le logiciel marxiste, si je puis dire. Quand on dit marxiste, c'est bien au-delà. J'ai vu que vous alliez faire des conférences sur Foucault, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas grâce à Foucault qu'on peut penser l'État social. Foucault, qui est une pensée très, très intéressante par ailleurs. Mais il n'aime pas l'État, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une tradition critique. Bon, moi, le point de vue que je soutiens, c'est qu'en fait, Marx s'est planté. Enfin, l'idée que, vous avez bien compris, qu'un siècle et demi plus tard, on n'assiste pas dans les entreprises à une poussée autogestionnaire. D'accord? Il y a des coopératives qui existent, c'est très bien, et je trouve ça vraiment super.
Enfin, les coopératives, ça représente, si je ne m'abuse, 40 000 salariés, d'accord? C'est-à-dire c'est même ridiculement faible dans l'économie sociale et solidaire elle-même, d'accord? Dans l'économie sociale et solidaire, les gros morceaux, c'est des grosses associations, etc., où les salariés n'ont pas le pouvoir, hein. Les mutuelles, pareil, ce n'est pas les salariés qui ont le pouvoir, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs infondé, c'est normal que ce ne soient pas les salariés du mutuel qui puissent faire ce qu'ils veulent, du fric des mutualistes et compagnie. Officiellement, c'est les mutualistes qui ont le pouvoir, même si le taux de participation est pour le moins très faible, comme quoi... Vous voyez ce que je veux dire? Qui dit démocratie participative, etc., ne dit pas forcément plus de participation réellement que la démocratie représentative à l'ancienne qui a du bon, finalement. Donc, ce que je soutiens, c'est que voilà, il y a des trous noirs. Le trou noir, c'est le pouvoir, l'État, et qu'en fait, Marx, il avait une intuition qui était juste. Hein, c'est l'idée que le capitalisme lui-même, y compris... à partir de ces contradictions, il va développer des éléments qui vont le remettre en cause. Il voyait ça dans l'autogestion. Enfin, le terme autogestion, il ne l'utilisait pas, il n'était pas utilisé au 19e, mais peu importe, c'était la même idée. Là, il s'est planté. D'accord? Il s'est planté. En fait, là où le capitalisme est remis en cause, c'est par deux volets. La démocratie. La démocratie, elle s'oppose fondamentalement, radicalement au capitalisme. La démocratie, c'est une personne, une voix. La logique du capital, c'est une action, une voix. Du point de vue du capital, il est tout à fait légitime que quelqu'un qui a 1 milliard d'actions pèse, ou 1 million d'actions, pèse 1 million de fois plus que quelqu'un qui a une action, sans parler de celui qui n'en a pas. D'accord? Bon. Donc on a des logiques antagoniques ici. Et puis le deuxième volet qui remet en cause le pouvoir du capital, la domination du capital, qui existe toujours, bien entendu, dans nos sociétés, c'est l'État social. L'État social, il n'a pas simplement une dimension non libérale, il a une dimension non capitaliste, anticapitaliste. Donc il y a déjà là, si vous voulez, de l'économie républicaine. Donc je reviens, le XXe siècle, c'était un siècle rouge. Tous les historiens s'accordent à dire que le XXe siècle, quelque part, il a commencé en 1917, la révolution russe, puis s'est terminé en 1989, si vous voulez. C'est ça qui a marqué le XXe siècle. Le XXIe siècle, c'est un siècle vert. Puis moi, ce que je dis, c'est que pour que ce siècle vert soit synonyme d'émancipation, de progrès, ben d'abord, il faut bien entendu pas oublier la dimension rouge, la dimension sociale, c'est très important, il faut la combiner, mais par ailleurs, il faut espérer que, autour du vert, on n'ait pas le même dogmatisme auquel on a eu droit pendant pas mal de temps quand même autour du rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne fais pas de grand dessin. Hein, et donc je pense que ça suppose, de mon point de vue, donc ce que je soutiens au livre, bon, là aussi c'est l'objet de débat, là aussi peut-être que ça va gratter, je ne sais pas si je vois, c'est que par exemple sur l'écologie, il y a deux grandes questions, notamment qui se posent. La décroissance. Est-ce que pour réduire les gaz à effet de serre, le principal enjeu écologique, il y en a d'autres, la biodiversité, etc., mais le principal enjeu écologique qui est le réchauffement climatique, donc on sait que il n'y a pas photo, il faut se passer des énergies fossiles. Comment on fait? Première, ce que soutiennent certaines, c'est la décroissance. Alors moi, je suis toujours pour partir du principe que les adversaires, quels qu'ils soient, ça vaut y compris avec les libéraux avec lesquels je me coltine régulièrement, ils portent une part de vérité. Il faut toujours partir d'eux. Je pense que c'est un beau principe dans le débat pour valoriser la démocratie. Quelque part, ils peuvent porter à leur façon une part de vérité. Et les décroissants, bien entendu, portent une part de vérité. Bien sûr qu'il faut faire décroître ces consommations ostentatoires, bien sûr qu'il faut enlever du crâne des jeunes l'idée qu'on se grandit à changer de basket tous les 15 jours, etc., le consumérisme, etc., bien sûr. Donc il y a une part très importante de vérité. Ceci étant dit, comme projet global, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je présente des calculs simples dans le bouquin où je montre que, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le PIB, c'est la même somme, production, revenus. Voilà. Et donc si vous baissez la production, en fait, c'est très facile de démontrer que vous ne pouvez pas, en même temps, baisser la production de 5, 10%, je ne sais pas quoi, et dans le même temps, augmenter le pouvoir d'achat des plus pauvres. Et il y a 30% des gens en France aujourd'hui qui vivent par tête avec moins de 1 300 €, d'accord? Ok. Donc vous ne pouvez pas augmenter le revenu de ces 30% de la population qui vit avec moins de 1 300 € par tête, d'accord? Moi je pense qu'il faut à minima que ces 30% aient au moins 1 300 €, d'accord? Ce serait quand même la moindre des choses. Et dans le même temps, augmenter, dans les 30% les plus pauvres, vous n'avez pas les infirmières. Hein. Les infirmières, ça ne fait pas partie des 30% les plus pauvres, il ne faut pas exagérer. D'accord? Vous ne pouvez pas dans le même temps augmenter le revenu de classe moyenne, comme les infirmières, les professeurs des écoles, etc. Alors vous allez me dire, si en prenant tout aux riches, non. Non, même en prenant tout aux 10% les plus riches, en les faisant basculer vers les 70,
vous pouvez pas, ça marche pas, même en prenant tout, d'accord? Enfin, en prenant tout, en les faisant réduire à 70% les plus riches, ça fonctionne pas, d'accord? Donc voilà, je pense qu'il y a ce premier débat, puis le deuxième débat, c'est sur l'énergie. C'est sur l'énergie, moi je fais partie, alors ça c'est un débat qu'on a aux économistes atterrés, on est pluraliste sur plein de sujets, ce qui nous rassemble, c'est le fait qu'on est contre le néolibéralisme. Après, c'est normal, sur l'alternative, il y a plein de débats. Donc moi, je fais partie des économistes atterrés qui considèrent que les ENR, c'est très important, c'est très bien, hein, a fortiori dans plein de pays au monde. Hein. Il y a plein de pays au monde, de toute façon, qui ne peuvent pas accéder au nucléaire, hein, pour des raisons de sécurité évidentes ou techniques, bon bref. Mais qu'en France, on a un atout maître avec le nucléaire. Hein, c'est une énergie non carbonée, etc. Et je pense que là, voilà, l'expérience allemande, il faut savoir que l'Allemagne a dépensé 500 milliards pour développer les ENR ces dernières années. Résultat des courses, les kilowattheures allemands, il émet 8 fois plus de GES que le kilowattheure en France. Pourquoi? Parce que, voilà, quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, vous avez besoin d'un complément. Hein, il y a plus de 70 turbines à charbon qui tournent en Allemagne. L'Allemagne a prévu, à l'horizon 2038, de se passer du charbon, mais en remplaçant ça par du gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne fais pas un grand dessin. Alors le gaz, ça émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que le charbon, enfin c'est que 2 fois moins. Hein, d'accord? Donc le bilan est calamiteux. Le bilan est calamiteux. Et c'est vrai aussi en matière de coût. Hein, contrairement à ce qu'on raconte, le coût des ENR, il faut prendre le coût complet. Il ne faut pas prendre que le coût. Les ENR, ce n'est pas simplement installer un mât et des panneaux photovoltaïques. Non, il faut prendre en compte le coût du complément pilotable. D'accord? C'est le coût de la centrale pilotable à charbon ou à gaz aujourd'hui. Demain, on nous promet, il y a l'hydrogène, ça. Enfin, je suis sûr que quand on gratte, je n'ai pas le temps de faire rentrer dans le détail, mais enfin, c'est pas très glorieux, hein, aujourd'hui, l'hydrogène. Comment dire que... Donc, il faut prendre en compte le coût complet, hein, ce que les énergéticiens appellent le coût complet, c'est-à-dire le coût du complément pilotable, sinon le système électrique n'est pas viable, et le coût du réseau, hein, parce que le coût du réseau, avec des ENR, est beaucoup plus important, parce qu'il est beaucoup plus disséminé, etc., beaucoup plus variable aussi. Donc, il y a des coûts d'installation du réseau qui sont beaucoup plus importants, qui font que l'un dans l'autre, le coût du nucléaire est de loin, finalement, malgré les investissements massifs, Flamanville, la gestion des déchets, le grand carénage, etc., eh bien, il ne reste pas moins. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. L'aberration en France, c'est qu'on a une électricité peu chère, qu'on a des règles européennes acceptées par les gouvernements nationaux qui obligent EDF à vendre qui vendait avant un quart de sa production nucléaire historique, d'accord? Comme quoi elle n'était pas très chère, aux fournisseurs dits alternatifs. Les fournisseurs alternatifs, ils ne produisent pas d'électricité quasiment, et ils n'en distribuent pas. Hein. C'est du pur commerce, pur business. D'accord? Donc, ils avaient le droit d'acheter, enfin, ils ont toujours le droit d'acheter 100 TWh, un quart de la production nucléaire historique, à 42 euros le mégawattheure, c'est un prix qui n'a pas augmenté depuis 10 ans, et le gouvernement vient de leur ajouter 20% en plus. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Tout ça pour les faire vivre. Pourquoi? Parce que sinon, l'autre alternative pour eux, c'est de recourir au marché de gros de l'électricité. Le marché de gros de l'électricité, alors là, c'est l'aberration complète. Où les prix flambent, ils flambent, y compris pour la France. Mais pourquoi ils flambent? Parce qu'il y a la crise du gaz. Mais en France, on ne produit pas d'électricité avec du gaz. Donc on est obligé, pour se raccorder, pour faire vivre un marché complètement fictif, on est obligé de se raccorder à un marché européen. On voit les aberrations là, du néolibéralisme, d'accord? Sous domination allemande, pour le coup, là, d'accord? On est obligé de se raccorder à un marché européen pour faire vivre des fournisseurs alternatifs et respecter les canons néolibéraux de la Commission européenne. Enfin, c'est une aberration complète, d'accord? Bon, donc voilà, l'écologie. Autre volet, je passerai rapidement parce qu'il faut laisser le temps au débat. L'entreprise. Je vous ai dit, moi je suis pour qu'une économie mixte, je pense que le privé ça a du bon, ceci étant dit, il faut remettre en cause radicalement le fonctionnement des grandes entreprises. D'accord? Radicalement le fonctionnement des grandes entreprises. Et les grandes entreprises, c'est très important. Hein. On a l'image que maintenant, tout le monde va bosser dans des petites start-up ou des PME. Mais non. Les grandes entreprises de plus de 5000 salariés, c'est 30% de l'emploi. 30% de l'emploi privé. Hein. Je ne parle même pas le public. Hein. D'accord? 30% de l'emploi privé. Les entreprises de taille intermédiaire, celles comprises entre 250 et 5000 salariés, c'est près de 25% en plus. Donc on est à plus de la moitié. Et en dessous, vous avez plein de PME qui sont en situation de sous-traitance, en fait, par rapport aux précédentes. Et donc le fonctionnement des grandes entreprises, c'est plus possible. Hein. Ces grandes entreprises sont victimes d'une double prédation, par la finance et par des dirigeants, des hauts dirigeants, qui servent la finance et se gavent au passage. C'est plus possible. C'est plus possible parce qu'en plus ça, maintenant le bilan il est accablant pour la France. Hein. C'est qu'on a d'un grand patronat qui a massivement délocalisé pour faire toujours plus de profit.
Quand on dit que les dividendes explosent ça, mais il faut savoir que dans la bonne part des dividendes maintenant, c'est des dividendes rapatriés de production qui ont été délocalisés. D'accord? Ça fait vivre ces gens-là. Le problème, c'est que ça détruit de l'emploi. Bon. Donc, il faut remettre à plat. Et là, ce que je dis, c'est pour le coup, il faut s'inspirer sur ce point-là de l'exemple allemand, à minima. Enfin, pas très radical. En Allemagne, les salariés ont la moitié des voix au conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance, c'est ce qu'ils nomment la direction de l'entreprise. Dans les grandes entreprises de plus de 2000 salariés, ça change tout. Quelque part, les entreprises allemandes, elles ont bien entendu aussi été victimes du néolibéralisme, mais elles ont malgré tout moins délocalisé. Il y a un sentiment patriotique plus important, si vous voulez, dans le patronat allemand qu'il n'existe dans le patronat français. Donc, entreprise travaille indissociablement. D'accord ? Il faut redonner, il faut avoir un projet qui redonne de la fierté aux travailleurs. Voilà, la fierté aux travailleurs, ce à quoi aspire n'importe quel travailleur, dans n'importe quel métier, c'est d'être fier de son travail. D'accord ? Je pense qu'il faut avoir un projet qui refonde les entreprises pour redonner toute leur fierté aux travailleurs, arrêter ce mépris de classe qui prévaut depuis trop longtemps. Les services publics, je termine. Donc les services publics, troisième grand volet, il faut savoir balayer devant sa porte. D'accord ? Il y a des services publics qui dysfonctionnent, bien sûr, très bien, voilà, très bien. Bon, la question qui se pose, c'est comment on refonde, y compris, on redonne du dynamisme aux services publics. Et bien entendu, ce n'est pas en stigmatisant en permanence les agents, comme l'ont fait systématiquement les gouvernements ces dernières décennies. En stigmatisant le travail des fonctionnaires, en ayant dans les programmes électoraux, c'est la course à l'échalote, qui supprimera plus de fonctionnaires, sous-entendu ça s'arrête ça. Non, il faut redonner là aussi leur fierté et remobiliser, y compris, parce qu'il y a des dysfonctionnements, bien entendu, il faut savoir nettoyer devant sa porte les services publics, la protection sociale, pareil, il y a des choses à revoir. Il y a par exemple le projet de Grande Sécu, qui est un très bon projet, enfin bref, voilà. Dernier point, la nation et l'Europe. La démocratie, elle vit dans le cadre des États-nations. D'accord ? Elle vit dans le cadre des États-nations, la démocratie au sens fort, j'entends. D'accord ? Il peut y avoir, il y a des éléments de démocratie locale, la vie locale, Marseille est attachée à sa vie locale et à juste titre, etc. Bien sûr, d'accord ? Il y a de la démocratie locale, il y a des embryons de démocratie supranationale, européenne, etc. Bon, enfin, nous baratinons pas. Le cœur du débat politique démocratique, il vit dans le cadre des États-nations. Ce qui est valable en France, c'est valable dans tous les pays du monde. Et ceux qui me disent parfois que les nations sont dépassées, eh bien je leur réponds, vous savez quoi ? Pour la première fois depuis des millénaires, tous les peuples du monde vivent dans le cadre d'États-nations. Il n'y a plus d'empire. Le dernier empire qui s'est effondré, 91, l'Union soviétique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des petits... Voilà, d'accord ? Donc quand je dis il n'y a plus d'empire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de pays qui a pour vocation de conquérir tout le continent à côté. Il y a des problèmes de frontières très douloureux. La Palestine, le Donbass, on est en plein dedans, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des problèmes de frontières, d'accord ? Très douloureux, très, vous voyez ce que je veux dire ? Ok, qui ne posent pas le problème, ça. Mais on est sorti des logiques impériales, malgré tout. Et c'est quand même pas rien, tous les peuples du monde vivent dans le cadre d'États-nations. Et c'est dans le cadre des États-nations que peut se déployer la démocratie. Il y a des pays où il n'y a pas de démocratie, malheureusement. La démocratie entendue au sens fort, c'est-à-dire le fait que les citoyens sont placés sur un pied d'égalité, ils élisent des représentants qui votent la loi qui s'applique à tous. Voilà, c'est ça la démocratie, entendue au sens fort. Donc je pense qu'il faut réhabiliter les nations citoyennes. Voilà, je pense que là, il y a un enjeu majeur autour de ça. Ne surtout pas laisser à l'extrême droite le thème de la nation, du patriotisme, qui historiquement, en plus de ça, est un thème de gauche. D'accord ? La bataille de Valmy, il y a d'un côté ceux qui crient « Vive le roi » et de l'autre côté ceux qui crient « Vive la nation ». D'accord ? Puisque la noblesse, bien entendu, n'avait pas de patrie, elle, bien entendu. Donc il faut porter une conception citoyenne de la nation, qu'il faut opposer à la conception ethniciste, raciste, d'accord, que porte historiquement l'extrême droite, qu'on retrouve d'ailleurs dans une toute petite partie de l'ultra-gauche aujourd'hui, tout petit clin d'œil aux indigènes de la République, qui portent une conception, à mon avis, complètement racialiste, racialiste, j'arrête là, bon, petite parenthèse, mais voilà, il faut, très important, il faut porter cette conception citoyenne de la nation, qui a une dimension culturelle d'ailleurs, il ne faut pas la nier, mais voilà, une dimension citoyenne pour l'opposer et reconstruire sur cette base-là, refonder radicalement l'Europe.
L'Europe, la crise du Covid, quelque part l'a marqué, on reviendra éventuellement le débat. Le plan de relance européen, quand on regarde de près, c'est quand même du très rikiki. L'Europe n'a rien fait, n'a déboursé aucun euro au cœur de la crise. 2020, 2021, les premiers fonds européens, ils sont arrivés fin 2021, vous voyez ce que je veux dire, hein. D'accord, 2020, l'Europe n'a débloqué. Bon. Alors elle a fait des choses avec la Banque Centrale Européenne, heureusement, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut sortir d'une illusion européenne, tout comme il faut sortir de l'illusion mondialiste, qui parfois a traversé une partie de la gauche, hein, ce qu'on appelait l'altermondialiste, qui est quand même du mondialisme, si je ne m'abuse. Moi, je pense qu'il faut sortir avec cette illusion mondialiste, il faut réhabiliter les nations souveraines, il faut faire des politiques internationales, bien sûr, hein, il faut faire des échanges internationaux, il ne s'agit pas de basculer dans l'autarcie, mais refonder l'Europe sur cette base. L'Europe a été conçue comme un instrument de démantèlement des États sociaux nationaux. Eh bien, le seul moyen de réconcilier les citoyens avec l'Europe, c'est qu'il ne faut pas trop prêter à l'Europe. Là, c'est un désaccord que j'ai notamment avec Thomas Piketty, etc. Le fédéralisme européen, mais non, mais ça ne marche pas, puis ça déconcrète, ça ne marche pas. Thomas Piketty propose de passer le budget des pays européens qui l'accepteraient de 1% à 5%. C'est énorme. Aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, c'est 1%. La dépense publique européenne, c'est 1% du PIB européen. Vous vous souvenez que la dépense publique française, même si ce n'est pas une part, c'est quand même 54%. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Mais en fait, vous apercevez que si vous voulez transférer à l'Europe, dès que vous voulez transformer des sommes très importantes, qu'est-ce que vous transférez? Il faut être sérieux, alors. Allez. Service public? Mais oh, vous allez faire des instituteurs européens, des infirmières européennes, des policiers européens? Ça n'a aucun sens, personne ne le propose. Protection sociale? Mais comment ça? Vous allez faire des retraites européennes? Des allocations chômage européennes? Mais personne ne le propose. Ça n'a pas de sens, puis personne n'en veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal que les pays puissent décider librement, est-ce qu'on augmente la retraite ou pas, papa, enfin, c'est des débats, vous voyez ce que je veux dire? C'est des débats qui ont lieu dans le cadre des États-nations. Donc en fait, quand on regarde de près, on ne voit pas quels sont les gros postes d'intervention publique qu'on peut transférer à l'échelle de l'Union européenne. D'ailleurs, Piketty, qu'est-ce qu'il propose? Il dit on va transférer 4% de PIB en plus à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle du mini-Europe. Il y aura 3 étages en plus. Il y aura l'Union européenne, la zone euro, puis une mini-Europe fédérale en plus. Vous voyez le mécano. Mais cette mini-Europe fédérale des pays qui le veulent bien, qu'est-ce qu'ils feront? Ils redonneront la moitié, 2% du PIB aux États qui en font ce qu'ils veulent. On ne voit pas l'intérêt de... Vous voyez ce que je veux dire, basculer 50 milliards pour qu'il y ait 50 milliards. On ne voit pas. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop prêter à l'Europe. Il faut cesser de trop prêter à l'Europe. Il faut lui demander quelque chose. C'est qu'elle soit au service des États sociaux nationaux. Ça, c'est important. D'accord? Bon, après, il y a le débat sur l'euro, qui pose aussi plein de problèmes, que j'évoque aussi, mais je n'ai pas le temps de tout faire, d'autant que j'ai un président de séance complètement laxiste qui me laisse... Il faut arrêter, là. Je pense. Hein, ouais. Et voilà. Je pense même qu'on peut l'applaudir.